7. T'es con. Non, parce qu'il y a un décompte qui s'affiche. Ça y est, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore 2 minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Et on va pouvoir débuter. Ouais, pour l'instant, il y a le compteur qui monte un petit peu. On a 11 personnes là, qui sont connectées. Ça devrait monter un peu plus dans les prochaines minutes. C'est pas mal. Il y a 114 inscrits. Donc normalement, ça devrait monter correctement. Hop. Bon, il est 17h15. On va pouvoir commencer le webinaire, si ça vous convient. Okay. Pas de problème. On lance tout de suite. On peut attendre 1 minute encore, comme vous voulez. Ouais, peut-être un petit peu, parce que les gens, sur leur pile, c'est un petit peu chaud. On va attendre une petite minute. Bon, j'espère qu'il fait beau là où vous êtes, même si le froid est revenu. Des fois, sur le dernier webinaire, on a eu des gens qui étaient à La Réunion, à l'étranger. Je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire où vous êtes sur le chat. Et bonjour à tous. Voilà, on a tous. Hop. Allez, bonjour. Bonjour Xavier, Martin, Léa. Hop. Bonjour Hamza. Bonjour Hamza. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la DSI et vision d'entreprise, harmonie ou dissonance. Donc, nous constatons que la DSI et la direction d'entreprise ont des objectifs parfois divergents. De ce fait, la question est de savoir si on peut transformer cette dissonance apparente en harmonie productive. Du coup, l'objectif de ce webinaire va être de comprendre les tensions qui peuvent exister, d'identifier les leviers d'alignement et d'explorer des solutions concrètes. Donc, pour votre information, ce webinaire va se dérouler pendant 35 minutes et se présentera sous forme d'interview. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Voilà, ça permettra que vous participiez à cette interview. Et je me chargerai de transmettre toutes vos questions à nos 2 experts ici présents, qui se feront une joie d'y répondre. D'ailleurs, je vais commencer par présenter nos experts. Donc, notre premier expert est une experte, Lucie Bailly, qui est une consultante en stratégie de transformation et en management des organisations. Forte d'une expérience de plus de 20 ans, Lucie a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place de cadres stratégiques efficaces. Aujourd'hui, elle est dirigeante de Clapotis, qu'elle a fondée en 2019 pour aligner les équipes et maximiser leur impact aux enjeux des organisations. Son approche mêle leadership, intelligence collective et pragmatisme pour permettre aux entreprises d'adopter des stratégies de transformation pérennes et impactantes. Bonjour Lucie. Bonjour Hugo, merci pour cette belle présentation. Merci à toi. Notre deuxième expert s'appelle Cédric Lesper. Cédric est un professionnel expérimenté en gestion de projets informatiques et en conseil en système d'information. Il a débuté sa carrière en tant que consultant chez Telis en 1999. Après avoir rejoint en 2012 la banque Palatine en tant que chef de service puis directeur des études pendant 6 ans, son expertise l'a conduit à réintégrer Telis, où il supervise des projets complexes liés à l'optimisation des systèmes d'information et à l'amélioration des processus métiers. Sa vision stratégique, combinée à une approche pragmatique, fait de lui un atout majeur pour les entreprises cherchant à réussir leur transformation numérique. Bonjour Cédric.
Bonjour Hugo et bonjour Lucie, merci pour cette présentation également. De rien. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'art de la DSI et vision d'entreprise. Lucie, peux-tu nous expliquer en tant que spécialiste en stratégie d'entreprise, quels sont les enjeux et défis business? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour Cédric, excuse-moi, je t'ai même pas salué. Pas grave. Ça. En tout cas, contente de te retrouver sur ce webinaire. Également. Du coup, effectivement, la stratégie d'entreprise, bon, on va dire c'est des grands classiques. On va parler tout d'abord de croissance. Alors, à la différence d'il y a plusieurs années, en fin de compte, la problématique de la croissance, c'est d'être, en fin de compte, dans le marché incertain que nous connaissons, et on doit composer avec des actions et des marchés de plus en plus volatiles, des cycles économiques qui sont instables, beaucoup de concurrents qui sont parfois beaucoup plus agiles que nous. Et du coup, le vrai défi, c'est de trouver des relais de croissance tout en consolidant nos acquis. Alors, le grand danger, c'est de tomber dans la précipitation. OK, donc ça serait plutôt le danger business. Et puis l'autre danger, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un conservatisme excessif, qu'on pourrait attribuer parfois à la DSI. Le deuxième enjeu, en définitive, c'est l'évolution des attentes clients et la différenciation des offres aujourd'hui. Chacun d'entre nous, on attend des offres, des choses de plus en plus personnalisées. On est impatient, on veut tout de suite. On veut aussi des offres beaucoup plus responsables ou éco-responsables. Du coup, pour les entreprises, se différencier ne passe pas uniquement par le produit ou le service, sachant que quand même, on a changé aussi en termes d'offres. On doit parler usage versus plutôt produit, mais aussi on va parler d'expérience client, de transparence, de capacité à répondre à des exigences de plus en plus complexes. Du coup, l'idée de ce deuxième défi, c'est comment on arrive à innover et comment on arrive à se démarquer tout en restant rentable. Le troisième enjeu, c'est l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. On sait pertinemment qu'on est toujours dans un contexte de pression sur les marges, qu'on doit, nous, entreprises, être en permanence dans une optique d'optimiser nos ressources, de rationaliser nos coûts, d'améliorer notre efficacité. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on parle toujours de ces sujets. Sauf qu'aujourd'hui, le défi, c'est que aussi, il faut mettre en place des modèles d'organisation plus performants. Il faut pas sacrifier l'engagement des équipes ni sacrifier notre capacité d'innovation qui doit être proposée à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc effectivement, ce troisième défi, est comment arrivons-nous à toujours être rentables tout en ayant une efficacité opérationnelle, mais aussi managériale. Voilà, je pense que c'est ça les 3 défis côté business. Je te fais juste une petite parenthèse, Hugo. Je vois pas les slides passer, moi, sur mon écran. Donc je sais pas si tu affiches bien les slides, mais c'est pas grave, continue. Est-ce que vous voyez les slides dans le chat? Moi, je le vois bien. Alors super. OK, et ben parfait. Mais pas de ouais, problème. qu'on nous le confirme sur le chat, effectivement, Ouais. ça serait rassurant. Oui, c'est Génial. bon. Super. OK, parfait. Confirmé dans le chat. OK, donc c'est chouette tout ça, Lucie. Et de ton côté, Cédric, est-ce que les enjeux sont identiques ou y a-t-il dissonance côté DSI? Alors, je dirais pas qu'il y a dissonance. J'ai noté le petit pic de Lucie sur le conservatisme de la DSI. Je vais y répondre. Parce que bon, on va pas se laisser faire non plus. Je dirais que c'est pas tellement du conservatisme, mais en fait, nous, notre premier rôle, il faut se rappeler que le système d'information, c'est le socle de pratiquement l'ensemble de l'activité opérationnelle maintenant de l'entreprise. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est de s'assurer de sa sécurité et de sa stabilité. C'est pas quelque chose qu'on peut maintenant négocier. Alors, j'ai mis sécurité en premier de façon volontaire, puisque en fait, on est maintenant, on le sait, dans un monde où la cybermenace est omniprésente. Et donc, on est contraint à la fois en interne, au sein des groupes, au niveau national, européen et voire international, de pouvoir répondre à des
à des normes et à des réglementations de plus en plus drastiques, surtout si on est sur des activités stratégiques. Et la stabilité, tout simplement, on est aussi depuis pas mal d'années sur des systèmes d'information qui sont de plus en plus complexes, avec des nombres de flux d'informations, de données interapplicatifs en interne qui explosent, avec souvent des architectures hybrides, à la fois on-premise, dans le cloud, avec maintenant aussi beaucoup d'échanges avec des partenaires extérieurs. Donc la stabilité est un véritable enjeu au quotidien d'une DSI. Et c'est son premier rôle, en fait, c'est que l'activité déjà régalienne de l'entreprise se passe correctement. Ensuite, je dirais que le deuxième point, et c'est là où je réponds un peu à Lucie, au conservatisme de la DSI, on est maintenant engagé aussi sur le terrain de l'innovation. Il faut qu'on puisse suivre les tendances du marché, on va dire du logiciel en général et des solutions applicatives, puisqu'effectivement, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on continue à accompagner nos métiers dans l'amélioration de leur processus, dans l'innovation de la relation client. Et pour tout ça, il faut qu'on soit, je dirais pas en retrait, il faut qu'on soit au contraire plus en amont. Parce que toute la difficulté qu'on a, c'est d'accompagner cette innovation tout en garantissant le premier enjeu qui est la stabilité. D'accord ? Donc, et on sait que les forces commerciales des solutions sur le marché sont très, très fortes pour aller bypasser la DSI et aller directement négocier avec les directions métiers. Donc, il faut qu'on conserve quand même notre précaré pour assurer cette sécurité, cette stabilité. Et puis en fait, pour moi, le troisième enjeu majeur, qui a toujours été un enjeu pour la direction informatique, mais qui l'est peut-être encore plus maintenant, c'est le budget. On a des coûts de fonctionnement qui souvent explosent, des licences qui progressent très vite, des ajouts de couches de logiciels pour répondre à tous les besoins. Et donc on nous demande en plus de faire souvent plus avec moins de budget. Et donc on se tourne vers aussi de l'efficience opérationnelle, mais côté DSI, avec parfois des solutions avec plus ou moins de succès de réduction des coûts par l'offshoreisation ou d'autres, qui posent aussi parfois des problèmes de sécurité. Donc voilà, on est pris entre ces trois feux en fait sur lesquels on doit être présent et répondre avec un haut niveau d'excellence pour moi au niveau des directions de systèmes d'information. Magnifique. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Donc on pourrait conclure qu'il y a deux dynamiques parallèles en définitive. Donc, le côté business, croissance, différenciation, rentabilité, et côté DSI, sécurité, stabilité, innovation et budget. Voilà. On peut le résumer effectivement comme ça. Parfait. Du coup, ma prochaine question, c'est comment réunir la vision business et la réalité DSI? Alors c'est effectivement tout le sujet. Je prends la question en vol. Vas-y, Lucie. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut qu'on s'améliore et qu'on sait améliorer d'ailleurs sur cette notion-là et que c'est le vrai enjeu en fin de compte. C'est bien la dissonance, mais ça va 5 minutes quoi. Et que avec de l'harmonie, on va beaucoup plus loin. Maintenant, c'est bien de le dire, c'est facile de le dire, et comment on le fait? Le contexte économique et technologique et aussi concurrentiel, on le sait, évolue à une vitesse qui est assez folle, ok. Depuis, je vais dire, la révolution numérique, le digital. Je vais dire, j'ai l'impression que depuis 2010, c'est une course perpétuelle. On doit toujours s'adapter, on doit toujours anticiper toutes les disruptions qu'on découvre au fil de l'eau. Elles arrivent de plus en plus vite. On sort des nouvelles offres assez rapidement. Et du coup, nous, côté business, on doit ajuster nos stratégies en continu. Et du coup, on pourrait croire ou laisser croire qu'on n'a même plus de stratégie, là où avant on était capable de définir une vision, une bonne stratégie à 10 ans, etc. On a l'impression qu'on en a plus. En fin de compte, on en a toujours une, je pense, mais qui est différente. Autant avant, on savait notre stratégie, de la définir et on savait comment y aller. Maintenant, on parle beaucoup plus de vision à long terme et c'est cette ambition-là qu'on doit atteindre. Bref, tout ça pour dire que il faut qu'on trouve le bon équilibre entre justement cette réactivité,
de nos vies actuelles, d'accord, et quand même cette vision long terme. Et il faut pas qu'on perde en cohérence, en fin de compte, cette vision long terme. Par contre, il faut pas qu'on reste aussi totalement coincé dans un truc qui fasse qu'on ne soit plus efficace et qu'on ne soit pas agile et qu'on ne soit pas capable de se retourner. Et du coup, moi, mon dada, c'est de se dire une bonne vision commune, mais réelle, va permettre en fin de compte de diminuer ces dissonances. Et du coup, si chaque entité, chaque collaborateur comprend, voit, connaît cette vision commune de l'entreprise et sait qu'il doit y contribuer, déjà, on a gagné beaucoup dans le combat, j'allais dire, même si c'est pas un combat, d'accord. J'expliquais Hugo pendant nos échanges pour la préparation du webinaire que effectivement c'est comme une vision, c'est comme si on se disait bon, on sait tous qu'on doit aller dans une direction. Déjà, c'est un grand pas de savoir dans quelle direction et déjà ça va nous aider effectivement à être plus en harmonie que si on est dans deux directions différentes. Si on va tous à Caen versus l'un pense qu'on va à Caen et l'autre pense qu'on va à Strasbourg, c'est sûr qu'on est moins bien barré. Alors je sais pas ce que t'en penses, Cédric, de cette petite image. Oui, non, mais c'est ça en fait. Il y a un défi, au niveau des équipes, c'est effectivement d'avoir la tête tournée dans la même direction et que il ait ce cap qui soit à la fois qui permette d'orienter à la fois les efforts business et les efforts IT dans la même direction, ce qui est pas toujours évident. Ça demande déjà avoir un niveau de maturité au niveau managérial important au niveau, je dirais, de la tête de l'entreprise, et puis après que ça se décline correctement au niveau des différentes directions. Je dirais que cette vision commune, moi je l'ai vécue. Souvent, elle se pose de manière suite à un changement de direction. Là récemment, je l'ai vécu il y a quelques années, et ça a été très bien mené avec un engagement de l'ensemble des équipes, à la fois business et IT, pour donner cette trajectoire. Ça a été un travail. Ça a pris pratiquement presque 6 mois d'animation pour aligner tout le monde sur une vision. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Après, ce qui va faire aussi la différence, c'est je pense, pour moi, d'arriver à garder cette vision commune et surtout sa mise en œuvre nécessite, moi, ce que j'appelle une organisation miroir. C'est-à-dire que on va mettre sur des processus critiques ou des périmètres critiques cœur business, on va mettre vraiment des niveaux de responsabilité équivalents entre la DSI et le métier, qui vont permettre justement d'avoir, je dirais, faire du covoiturage par rapport à, si je reprends ton illustration, et comme ça, on s'assure, même si on a la même ville en destination, par exemple Caen, et qu'on fait le trajet dans la même voiture, d'accord, et qu'on avance ensemble, et qu'on est conscient des difficultés de la voiture ensemble, qu'on sache voilà quel carburant il faut mettre ensemble. Et voilà. Et donc cette organisation miroir me paraît une bonne solution que j'ai pu observer dans plusieurs sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et qui permettent de faciliter grandement la mise en route, et les différentes étapes du trajet, quoi. Clairement. Okay. Alors, je fais un petit clin d'œil à Abderrahim qui, je pense qu'il a écrit monnaie quand j'ai parlé de la vision commune. Effectivement, c'est l'objectif d'une organisation. Après, il peut y avoir d'autres objectifs sur des organisations étatiques ou sur des organisations associatives. Mais c'est clair, ça, c'est un peu la croissance. Après, on peut le traduire un peu autrement pour que ça soit plus porteur de sens pour l'ensemble des collaborateurs. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Hein. Si vous avez du flou ou des choses à dire, n'hésitez pas. Ok, donc si je comprends bien, le mot d'ordre, c'est un langage commun. Clairement. On pourrait dire ça comme ça. Mais comment on s'assure que tout cela va dans le bon sens ? Ce qui est sûr, c'est que comment on s'assure que ça va dans la même direction? Le risque, c'est de l'organisation miroir dont vient de parler Cédric. Le risque, c'est un peu que ça avance en parallèle. Donc, on peut aller plus loin
je pense. Mhm. Et le plus loin, c'est pour moi, en fin de compte, avoir un mode de gouvernance qui soit partagé, commun et partagé. Ok. Clairement, si on est en parallèle avec une même vision, mais que on ne partage pas dans une démarche collaborative ce qu'on est en train de mener. Et si je reviens sur l'histoire de on va à Caen, on est en parallèle, ben, il y en a qui vont y aller en TGV et puis Mhm. d'autres qui vont y aller en calèche, quoi. Et Cédric, je suis pas en train de dire que c'est la DSI qui y va en calèche Oui, et les non, mais je te vois arriver, hein, je te vois arriver, Lucie. Donc, pour pas l'instant, du tout. je répondrai après. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Et pour moi, la clé pour aller plus loin, donc c'est effectivement la vision. Je trouve que l'organisation miroir, c'est top. On peut aller encore plus loin en se disant cette organisation miroir, il y a une gouvernance commune. Je sais pas ce que tu en penses, Bah, Cédric. pour moi, la gouvernance agile, comme tu l'évoques, elle est essentielle et collaborative. Alors, il y a des méthodologies maintenant, même à une échelle d'entreprise, qui permettent de faire de l'agilité, d'intégrer aussi les aspects techniques aussi en continu dans tous les travaux. Je pense à eSafe en termes Mmh. de méthode agile à l'échelle de l'entreprise. Il y a, après, si on descend un peu plus côté DSI, c'est un peu plus technique, mais il y a aussi voilà le DevOps, et puis maintenant on peut inclure aussi la sécurité, donc inclure toutes les fonctions très en amont en fait des projets. Je suis d'accord avec toi sur cette gouvernance agile et collaborative. En fait, elle permet d'amener, je pense, les bonnes pratiques en termes d'animation, de comité, etc. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais rajouter, c'est l'organisation miroir, une gouvernance, ok, mais en fait, au bout du bout, pour moi, et ce que j'ai vu, ce qui a fonctionné, alors qui est particulier à mettre en place, c'est pour moi une vraie double responsabilité. C'est-à-dire qu'au final, quand on regarde un processus métier, c'est quoi? C'est des fonctionnalités et des données, d'un côté, d'accord, qui sont mises en action par des utilisateurs, d'accord, et des acteurs du processus. Et pour moi, du coup, l'efficience d'un processus, elle vient vraiment de ces deux plans. Et donc, du coup, cette double responsabilité doit permettre d'engager au même niveau la DSI et le business sur l'efficience opérationnelle et le succès, en fait, et la rentabilité des activités. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre et surtout à objectiver. On est obligé d'essayer d'avoir des objectifs communs à mettre en place. J'ai pas toutes les réponses sur cette notion-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu en voir, en tout cas, quand ça a été mis partiellement en phase, parce que ça peut être mis sur un zoom, sur un focus, sur un processus pendant une durée donnée, ou bien de façon pérenne, ça a permis vraiment de changer la donne en termes de, de pilotage et de symbiose, en fait. En fait, c'est ça, tout ça. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est de créer une synergie efficiente et enthousiasmante même, je dirais, hein. C'est un peu ça le but. D'accord. Donc cette synergie, on peut dire que c'est, comme je disais, c'est un langage commun qu'on essaye de C'est mettre en tout à place. fait, c'est un langage commun et qui permet de vivre aussi voilà, de vivre en communauté et d'arriver à avancer sur Mhm, tous les plans ensemble, quoi. tout à fait. Mmh. Et du coup, avec ce langage commun, d'un langage commun, comment on s'assure que tout cela va dans le bon sens? Ouais, si je te Cédric, laisse. peut-être? Je te Ouais, alors je vais prendre la main effectivement. Ok, sur ce sujet-là, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir un objectif, d'essayer d'avoir des techniques d'animation et une responsabilité commune. Après, c'est comment on décline en fait ce trajet, comment on le décompose pour s'assurer qu'on fait étape par étape, on va dans la bonne trajectoire. Alors, il y a quelque chose que tout le monde connaît, c'est la notion de roadmap. Mais en fait, il faut la voir, il faut pouvoir la décliner et la rendre agile. Donc une roadmap, si on la prend en termes d'échelle de temps, elle peut avoir différentes échelles de temps et elle va répondre sur ces différentes échelles à différents objectifs. Une roadmap à 5 ans, c'est la vision, d'accord. Une roadmap, par contre, à l'année, ça va permettre de maîtriser le budget. On va essayer de maximum de prévoir son budget. Une roadmap ensuite
qu'on redécoupe au semestre, voire au trimestre, ça va permettre d'être efficient en termes de productivité, puisqu'on va pouvoir essayer de maîtriser la capacité de l'ensemble des équipes engagées sur ces jalons intermédiaires. Donc pour moi, la roadmap agile, donc déclinée sous tous ces axes et maintenue à jour systématiquement avec un temps d'avance. Donc moi, ce que je déploie souvent dans les entreprises dans lesquelles je travaille et que j'accompagne, c'est d'avoir donc déjà cette roadmap manuelle qui n'est pas toujours bien calée, mais d'avoir au moins ce premier jalon, et ensuite de travailler toujours avec un trimestre d'avance. C'est-à-dire que j'ai un trimestre en cours sur lequel j'ai complètement maîtrisé les capacités de l'ensemble des équipes qui sont concernées sur ce trimestre-là, et en même temps, je prépare le cadrage de celui d'après avec toujours une zone d'adaptation. C'est-à-dire que ça me permet aussi d'être agile dans le déroulé en fait dans l'année, et de pouvoir réajuster en fait mes cibles majeures que j'ai posées dans chaque trimestre. Bien sûr, ensuite on a les méthodes agiles qui peuvent, les gens doivent connaître. On peut être dans des sprints, dans des choses plus fines. Donc ça, c'est inspiré en fait de méthodologies existantes, mais ça peut être adapté à tout contexte d'entreprise et à toute organisation, quelle que soit leur méthodologie. Et d'avoir ces différentes échelles de pilotage, pour moi, ça permet de maîtriser le budget, de maîtriser la capacité des équipes, et de pouvoir s'adapter néanmoins voilà, au fur et à mesure des enjeux qui se présentent. Mais du coup, moi j'aime bien cette notion de roadmap, mais surtout, enfin, la roadmap, c'est surtout ta vision trimestrielle, semestrielle et annuelle. Deux sujets là-dessus. Le premier, moi je suis intervenue chez un client et j'aime bien leur mode de fonctionnement. Alors, j'imagine que ça dépend le type de taille d'entreprise et taille d'équipe IT, mais chez ce client, 60% de la roadmap trimestrielle, enfin pour sous 3 mois, était définie, et 40% étaient libres entre guillemets par rapport aux attentes des clients, des utilisateurs, des usagers, ou etc. Ça déjà, je trouve ça plutôt pas mal de se donner, de pas être sous l'eau en définitive, et de savoir avoir une zone tampon pour prendre des nouveautés. Ça, côté business pour nous, mais c'est une vraie un vrai plaisir, ok, parce que effectivement, il peut y avoir une nouveauté, il peut y avoir des nouvelles demandes, et ça passe hors roadmap institutionnalisé, j'allais dire. Le deuxième truc, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est sur cette notion de roadmap trimestriel, semestriel, annuel. Et en définitive, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire, avant, on pouvait se permettre d'avoir une vision et de se bloquer, d'avoir des effets tunnels et des cycles en V, etc. On a tous connu ça, ok. On parlait au métier à un instant T, on leur livrait un truc 10 mois ou 12 mois plus tard, ok. On pouvait se permettre parce que le marché n'était pas volatile comme il est, n'était pas aussi accéléré. Aujourd'hui, on peut plus. Et du coup, cette notion de se garder, d'avoir une vision à un trimestre, et ensuite de savoir où on va, mais pas comment, moi je trouve ça génial. Et du coup, nous, on le retraduit. Et tu parlais de méthode, et tu parlais d'objectifs. En fin de compte, pour moi, ça me fait penser directement aux objectifs, aux OKR, donc les objectifs qui résultent, qui sont effectivement des objectifs communs pilotés. Et je trouve que si on revient sur notre conversation depuis le départ, on a dit une vision. On a parlé, tu as parlé d'organisation miroir, tu vois, donc une truc, organisation miroir, et puis ensuite, effectivement, des objectifs pilotés. Mais les OKR, ça a l'intérêt, si tu veux, de partager des objectifs, en fin de compte. Pourquoi la DSI et les métiers n'ont pas les mêmes objectifs? Tu vois, nous, sur les côtés métiers, par exemple, on va être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais devoir avoir un taux de rétention des clients, donc ce qu'on appelle le churn, un taux de rétention des clients de 80%, je dis n'importe quoi, ok. Et vous, du coup, ça va se traduire en améliorer le suivi des anomalies, par exemple sur l'application client, pour que en 2 heures ça soit, etc. En tout cas, ce que je trouve dommage, c'est que on s'est mis en place des indicateurs qui sont efficients, etc. On les maîtrise aujourd'hui, ou une partie, mais ces indicateurs, en tant que collaborateur,
je vois pas en quoi je contribue à ma vision, à la vision de l'entreprise. OK? Et les OKR, l'objectif, c'est ça, c'est de se dire O pour objectif, KR pour résultat clé. On pourra refaire un webinaire complet sur les OKR, mais du coup, Parce que là, on est déjà à 30 minutes, juste pour info, Lucie. d'accord, donc je dois accélérer. S'il Du te plaît. coup, du coup, l'intérêt, c'est de se dire que ces objectifs, ces KR, pardon, on est les mêmes entre métier et IT, et surtout que ça permette à chacun de comprendre en quoi il contribue à la vision commune et de savoir que mon action de correction de mes anomalies ou de développement de ma nouvelle application va permettre d'augmenter leur rétention de 5% ou va permettre de gagner 25% de plus de clients. Je trouve que c'est vachement plus engageant que de me dire je dois corriger ça ou je dois livrer ça sous tant de jours. Okay. Et donc c'est effectivement pour moi le troisième pilier, on va dire, ce serait de mettre en place des objectifs communs qui sont pilotés, et du coup on revient à ton truc d'une gouvernance partagée et collaborative, ouais, et moi, juste pour aller dans ton sens, moi, j'ai l'habitude dans tous les projets que je fais d'expliquer les enjeux business et même détailler par rapport à chaque fonctionnalité aux développeurs qui sont souvent à l'externe et qui souvent, dont on donne juste une spécification sans expliquer ce qui vraiment l'enjeu business qui est derrière. Et en donnant ces enjeux business, on voit une forte différence à la fois d'implication et de motivation. Donc, c'est pour moi quelque chose qu'il faut absolument répandre en termes de dans les organisations et dans les projets. On a d'ailleurs une belle remarque de Reda qui résume un peu ce que vous dites. C'est qu'un des défis de la DSI est de sortir un peu du rôle de département technique, qu'il soit plutôt support au business, qu'il ait un rôle de business partenaire. Voilà, capable de comprendre les enjeux et les objectifs stratégiques de l'organisation. Merci Reda pour cette remarque. Et inversement, moi, les plus belles expériences de projet, c'est quand je suis avec la DSI et je me sens partenaire de la DSI dans ses difficultés, quoi. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. Donc après le langage commun, donc vous dites qu'il faut aller plus loin avec des objectifs partagés. Est-ce que ça ne reste pas encore un peu high level tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin? Opérationnellement, comment ça se concrétise? Alors, je vais prendre la main, Lucie, si tu le permets. Pour moi, il y a quand même quelque chose de fond qu'il faut aborder au niveau de la partie technique et des SI, en fait. C'est que si on veut arriver à s'adapter, il faut quand même qu'on ait un système d'information qui soit pour moi basé sur un état de l'art maîtrisé, dans le sens où, je l'ai évoqué au tout début, les systèmes maintenant sont très complexes, donc on peut plus y aller petit à petit sans regarder ce qu'on a fait en arrière. Et il faut qu'on ait des systèmes d'information qui permettent de standardiser ces évolutions. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être capable d'anticiper les évolutions stratégiques qui sont souvent maintenant plus reproductibles, ajouter un partenaire, ajouter une plateforme digitale, ajouter des flux de données. Et pour ça, il faut vraiment maintenant mettre en place un état de l'art avec des architectures ouvertes, une gouvernance de données, une gouvernance de services. Et ça ne peut se faire que si on développe une culture à tous les niveaux de la DSI sur cet état de l'art qu'il faut bien sûr mettre à jour au fur et à mesure. Mais maintenant, on a moi j'ai des retours d'expérience assez forts sur des architectures types qui sont maintenant qui ont fait leurs preuves, qui permettent de découpler les choses, d'être beaucoup plus confort quand il faut modifier, changer un ERP, etc. Parce qu'on a découplé tout le reste et que voilà, ça change pas tous les flux. Donc ça, je pense que pour moi, c'est un des piliers qu'une DSI doit avoir pour pouvoir répondre à tous les enjeux qu'on a évoqués avant, en fait, et pouvoir être justement dans un accompagnement business et d'être non pas un ralentisseur, mais d'être au contraire un accélérateur de tous les changements qui sont demandés. Et donc ça passe par là, pour moi, un état de l'art. Mais si je peux appuyer, je reprends juste un mot. Tu as parlé de culture à un moment donné.
moi, je pense que le seul moyen justement pour atteindre cet état de l'art qui est en fin de compte le fait d'être dans un truc ouvert, ok, de savoir qu'aujourd'hui on peut plus rentrer dans des tunnels, faut être ouvert, faut être tout ça, tout en étant toujours aussi professionnel dans nos travaux, etc. Mais tout ça, pour moi, ça doit s'accompagner et ça doit s'accompagner par le management. C'est un vrai changement culturel. Oui, bien sûr. Il faut qu'on arrive à aussi au niveau des équipes cultiver ce qu'on appelle l'écoute, la curiosité, l'anticipation. Euh, il faut que nos équipes puissent effectivement passer d'un mode où on les a mis il y a une quinzaine d'années dans un mode d'exécutant à un mode de redevenir curieux, redevenir à l'écoute, etc., etc. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et ça, c'est un vrai défi opérationnel. Hugo, tu nous demandais concrètement, mais concrètement, je pense que il faut revenir, faut réfléchir pourquoi on en est arrivé là et comment, en fin de compte, on va faire en sorte que on s'écoute entre business et DSI, on anticipe, c'est-à-dire qu'on sache que ce que je suis en train de faire là, je dois partir que cette architecture, par exemple, doit être ouverte parce que demain, je ne sais pas quelle offre va arriver et elle peut arriver vite. Et donc tout ça, c'est de la curiosité, c'est de la responsabilisation des équipes, etc., etc. Et entre autres, je reviens sur un truc qui m'a toujours choqué, c'est pendant des années, on a sorti les labs innovation, par exemple, des entreprises parce que on partait du principe qu'il fallait les sortir pour pas avoir cette vision étriquée. Donc on le savait pertinemment qu'on avait rendu nos collaborateurs un peu avec des œillères. On les a sortis. Aujourd'hui, on a juste dit aux collaborateurs regardez, l'innovation, elle est dehors, elle n'est pas en interne. Aujourd'hui, on sait que on revient avec des labs innovation internalisés. Moi, j'ai accompagné un client qui est un éditeur de logiciels qui voulait mettre en place un lab innovation. En fin de compte, ce lab innovation, il est inclusif à toute l'équipe, il est dans la structure, il est, enfin voilà, l'objectif étant, et en plus il est itératif, c'est-à-dire qu'on fait un roulement sur les collaborateurs, etc., etc., pour justement montrer à tout le monde qu'il est innovant et que tout collaborateur peut apporter ses idées, peut être curieux, peut ouvrir ses chakras. Bien sûr que c'est accompagné, mais je pense que ça, c'est un vrai changement qu'il faut aussi mener si on veut de l'harmonie entre les équipes, et ça va pas arriver comme par magie. Je vous dis d'écouter et d'être collaboratif et de travailler ensemble, ça fonctionnera pas si c'est pas accompagné. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucie. Et souvent, d'ailleurs, même parfois, on est surpris en faisant le tour des équipes qu'il y a des solutions qui sont déjà dans la tête des gens, en fait. Mais c'est juste qu'on leur a pas demandé et qu'ils n'ont pas été impliqués dans certaines trajectoires. Donc, ouais, je suis d'accord. Ce mindset créatif, en fait, il doit être aussi bien côté DSI que côté métier. Il faut pouvoir le mettre en avant et ouvrir et le libérer, quoi, tout simplement, avec aussi cette il faut le guider pour qu'il parte dans tous les sens. Il faut le guider, mais je suis d'accord avec toi. Et souvent, on l'a vu là. Moi, je l'ai vu sur un client. Ça permet de libérer les choses et d'aller beaucoup plus vite, en fait. Ouais. En fait, les gens, on a de l'innovation pilotée par des gens qui maîtrisent déjà en fait leur sujet, les process, l'IT. Alors que si ça arrive de l'extérieur, ça peut ne pas être pertinent, ça peut tomber à côté, et puis ça fait souvent plouf, et la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée à driver et à mettre en vie, quoi. Donc on peut concrétiser tout cela par une culture de l'innovation. Ouais, une belle culture d'innovation. Et je vois que Abderrahim a dit parfois on est confronté à un problème de non-communication, les vrais enjeux de l'entreprise et la vision globale, et on fait appel au SI comme extincteur de feu. Je suis en phase et je vais rebondir. Grosso modo, c'est un projet d'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être porté par la direction générale, cette volonté. D'accord. Mais aussi souvent, ce que je dis lors de nos interventions au sein de nos clients et auprès des collaborateurs, ça bouge aussi par le bas. Ok. On peut faire bouger les choses
voilà, par le bas et par le haut. Donc c'est clair que s'il n'y a pas de volonté du haut réel, ça sera plus difficile par le bas. Mais rien n'empêche que on peut aussi chacun être responsable et s'auto-responsabiliser sur son poste et de se dire ok, moi ma responsabilité en fin de compte c'est d'être curieux et d'anticiper et de me dire d'aller plus loin et intellectuellement et je trouve en termes d'intérêt et d'engagement c'est vachement sympa. Alors tout le monde ne le souhaite pas et je le conçois, mais certaines personnes c'est sympa aussi de se dire bah tiens et si je faisais ça comme ça parce que demain je vais anticiper, bah, je peux te dire que enfin voilà. Je rajouterais aussi un petit commentaire par rapport à ce qui a été évoqué, c'est que il faut pas se le cacher, il y a une valeur fondamentale qui sous-tend tout ça, c'est la confiance. La confiance, elle est essentielle pour qu'effectivement chacun puisse entendre les critiques de l'autre. Et là, typiquement, on est sur, il faut un moment clairement dire, même si la responsabilité est partagée, opérationnellement parlant, où et quel est le travail est à faire de quel côté. Souvent, effectivement, on peut avoir parfois une solution IT peut être évoquée comme étant une solution pour éteindre un feu et qui en fait est un problème de procédure, de processus ou de voilà. Et donc il faut avoir une clairvoyance dans la réalité des choses. Et je l'ai pas évoqué, mais pour moi, on a parlé de vision commune, mais il faut aussi avoir une vision partagée de la réalité. Donc il faut que pour que les constats soient partagés, il faut que la réalité soit partagée. Et ça nécessite aussi un travail au niveau de la DSI pour que on ait des vrais indicateurs partagés, à la fois business et technique, et qu'on puisse factualiser les situations pour comme ça, et ça crée de la confiance aussi, hein, factualiser les choses tout simplement. Ouais. Ok, donc si je résume tout ce qu'on vient de se dire, pour réunir la DSI et la direction d'entreprise, il nous faut un langage commun, donc au niveau global de la structure, clairement, qui se traduit du coup par une vision commune. Ensuite, des objectifs partagés entre les équipes et une culture de l'innovation au niveau de chaque collaborateur. Donc on a une espèce d'entonnoir. Donc en conclusion, quel serait le message ? Allez, Cédric. Alors juste, alors ça c'est on a parlé de grandes choses, mais on a vécu aussi beaucoup de choses avec Lucie en entreprise. Ce qui est clair, c'est que toutes ces belles paroles, ça donne quand même une sorte de voilà quelques guidelines en fait pour aller dans le bon sens. Ça se fait pas en 2 mois. Il faut prendre les choses une par une. Mais en tout cas, pour avoir vécu certains contextes où il y avait, on va dire, peut-être 60-80% de ces 3 éléments-là qui étaient réunis, voilà, la différence, elle est fondamentale. Et à la fois, c'est des situations où les équipes sont enthousiastes, motivées et où il y a des résultats, quoi. Donc, en fait, je pense qu'on a essayé de mettre en avant les leviers principaux pour essayer d'arriver à cet objectif. Ouais, clairement. Alors ça, c'est sûr que ça se fait pas en 2 mois, mais non plus, ça se fait pas non plus obligatoirement en 5 ans. Donc ce qui veut dire que c'est faisable. Ouais. Par contre, c'est faisable avec une vraie volonté, hein, comme ce que tu disais. Et je trouve que si je devais donner un message positif, c'est que c'est faisable aussi avec la responsabilisation de chacun. On est tous acteurs. En définitive, à toutes les chaînes du management et non-management, ok. Et l'idée, c'est que si on commence à se poser et à se positionner dans une co-construction, obligatoirement la personne en face de vous va se mettre dans un process de co-construction aussi, d'accord. Et en fin de compte, c'est comme ça que ça bouge. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Moi, c'est pour que ça fonctionne. Faut partir du principe qu'on construit des solutions et on avance ensemble. Ouais, je suis d'accord. Merci Lucie. La posture, il faut avoir la bonne posture et, clairement. Et ça fait des miracles. On a un petit message de Reda là qui nous dit d'où la nécessité de faire évoluer le mindset IT d'un collaborateur réactif à un collaborateur proactif. Le business relationship management est un concept qui est un peu mis de côté par l'IT. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais clairement, c'est ce que je parlais. Tout à l'heure, je parlais de la culture managériale, etc. C'est exactement ça. C'est
c'est une structure, enfin c'est une volonté globale dans toute l'entreprise parce que on peut parler de l'IT, mais il y a aussi dans certaines entreprises, c'est inversé, hein, c'est les métiers Ouais, tout à fait, qui c'est ce que j'allais freinent, dire aussi, etc., ouais. etc. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour faire le truc, mais c'est sûr que l'IT, il y a une histoire de ultra sécurité qui fait qu'on a toujours l'impression, nous métiers, que ça freine, mais ça freine pas, c'est de la rigueur, ok. Mais par contre, ce dont parle Reda sur le BRM, bien sûr que il faut que ça s'insuffle. Et donc, c'est de la culture managériale, c'est dans tous les services, et ça doit être un plan global dans l'entreprise, quoi. Tout à fait. Voilà, il est 18h, Ouais. bientôt, dans une minute. On arrive au fin du live, ouais. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai été enchantée de ce webinaire avec toi, Cédric, et avec toi, Hugo. Merci, Lucie. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Hugo, pour Merci à vous, les experts. ton interview. Je vais repasser votre slide quand même parce que je l'ai passé un peu rapidement, donc je vais quand même mettre votre slide. Et peut-être dire à ceux qui sont encore connectés juste avant de vous déconnecter, si vous souhaitez qu'on approfondisse un ou deux sujets dont on a parlé avec Cédric pour un prochain webinaire, vous n'hésitez pas, ça nous donnera une idée pour être encore plus fin dans nos interventions. Tout à fait. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via Webikeo ou bien directement en nous contactant. Voilà, bah écoutez, je vais pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous et excellente fin de journée. Merci à tous, merci Hugo, merci Cédric. Au revoir merci à tous. Cédric, merci Lucie.